Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire d'information qui va traiter du passage à la facturation électronique. Alors je commence peut-être par me présenter. Donc, je suis Hélène Croquevieille, directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or. Et pour commencer ce webinaire, je suis encadrée par deux représentantes de l'équipe projet facturation électronique, donc Céline Frakoviak, directrice de ce projet, et sa collaboratrice Emmanuelle Mouard, toutes deux de la Direction générale des finances publiques. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas, mais en tout cas vous êtes là pour en apprendre davantage, à partir de 2024 va se déployer une nouvelle obligation de facturation électronique et de e-reporting pour l'ensemble des entreprises en France. Pour prendre peut-être la mesure de la réforme à venir, je peux vous donner quelques chiffres, c'est-à-dire que très rapidement, progressivement mais rapidement, ce sont plus de 4 millions d'entreprises qui vont être concernées par ces nouvelles modalités et un volume aujourd'hui à peu près estimé à un peu plus de 2,5 milliards de factures. Donc c'est évidemment un projet considérable qui va induire un bouleversement important dans le fonctionnement, dans la transmission des données, transmission des factures bien sûr, entre les entreprises et avec l'administration. Et cela suppose évidemment une mise en conformité de ces factures avec cette future réglementation. Et alors c'est la raison pour laquelle la préparation de ce vaste chantier, qui va commencer, comme je le disais, à partir de 2024, suppose un travail de concertation très important, quasi quotidien désormais, qui a été amorcé depuis déjà un certain temps et qui va se poursuivre en s'intensifiant avec de très nombreux partenaires, l'ensemble des partenaires concernés, des éditeurs de logiciels, des plateformes de dématérialisation, les professionnels du Conseil des entreprises, sans oublier naturellement les fédérations professionnelles de tout secteur, les chambres consulaires par exemple. Nous avions d'ailleurs ce matin même, dans les locaux de la Direction régionale finances publiques à Dijon, ce qu'on appelle un comité des utilisateurs professionnels pour parler de ce même projet avec à peu près les mêmes interlocuteurs et les représentants de ces différents partenaires des professionnels. Et donc pour cet après-midi, je remercie la CCI de Côte d'Or et de Saône-et-Loire pour l'organisation donc dans ces murs de ce webinaire avec vous, entreprises et représentants des entreprises de ces deux départements, car la facturation électronique se fera par vous et surtout pour vous. Et donc c'est la raison de votre présence cet après-midi. Cette réforme concentre en effet de très nombreux objectifs: l'amélioration de la traçabilité des transactions, la lutte contre l'évasion fiscale, la lutte contre la fraude à la TVA, qui fait tant de mal à notre économie. Et elle permettra aussi, et ça vous le verrez dans les différents échanges, de renforcer considérablement la compétitivité de vos entreprises, grâce aussi à un meilleur respect des délais de paiement entre entreprises. La facturation électronique va également engendrer et permettre de produire un volume important, très important de données économiques qui permettront d'affiner le pilotage, la meilleure connaissance et le pilotage des politiques publiques en analysant par secteur, par territoire, par type d'activité, par type d'entreprise, justement les besoins qui peuvent naître pour que les politiques publiques économiques déployées soient les plus réactives et les plus appropriées possibles. Voilà, je ne vais pas être plus longue pour cette introduction. Je vous propose pour commencer, pour lancer ce webinaire, que nous visionnions une courte vidéo qui va présenter la réforme. Et après quoi, je laisserai donc nos deux interlocutrices ici de l'équipe projet poursuivre cette présentation et échanger avec vous et répondre à l'ensemble de vos questions. Je vous remercie. Vous êtes une entreprise assujettie à la TVA ? À partir du 1er juillet 2024, les grandes entreprises devront émettre leurs factures au format électronique. Factures d'énergie, de téléphonie. En conséquence, toutes les entreprises françaises devront à cette date pouvoir recevoir ces factures. Comment ? Très simplement. Des plateformes de dématérialisation privée et le portail public Chorus Pro permettront de récupérer simplement vos factures en toute sécurité. Quand ? Très progressivement. Les grandes entreprises devront émettre leurs factures au format électronique en juillet 2024.
puis les entreprises de taille intermédiaire en 2025. Et en 2026, ce sera le tour de toutes les autres entreprises. La facturation électronique, c'est la modernisation des échanges. Un gain de temps et d'argent pour renforcer la compétitivité des entreprises. Un meilleur suivi du cycle de vie de vos factures. À terme, des démarches administratives plus simples via le pré-remplissage de la déclaration de TVA. Et aussi, un moyen de lutte contre la fraude fiscale. Comment vous préparer ? En fonction de la taille de votre entreprise, les adaptations sont différentes. Il est important de vous informer dès maintenant pour vous préparer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page facturation électronique du site impôt.gouv.fr. Bonjour à tous. Merci à la CCI Côte d'Or et Saône-et-Loire pour son invitation à vous parler aujourd'hui de la facturation électronique. Notre objectif avec Emmanuel et moi, donc nous sommes toutes deux parties membres de la direction de projet facturation électronique, qui est un projet qui est porté par la Direction générale des finances publiques. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner les principales clés pour comprendre le passage à la facturation électronique et la transmission des données qui va en découler à l'administration fiscale. On va être ensemble, et on vous en remercie, pour une petite heure. Et notre objectif, c'est qu'à la fin de cette séance, à la fin de cette session, vous puissiez vous sentir plus à l'aise avec cette réforme qui va impacter près de 4 millions d'entreprises en 2024. Donc l'objectif, c'est de parler des échéances, de parler de ce que c'est que la facturation électronique. Donc à la fois concrètement, qu'est-ce qu'une entreprise va transmettre à l'administration, comment les entreprises vont s'échanger des factures entre fournisseurs et clients à partir de 2024, et puis aussi tout simplement comment elles vont choisir les opérateurs de confiance qui vont pouvoir les aider dans la mise en place de cette réforme. Bonjour à toutes et tous, donc Sébastien Perrin, à la Direction régionale des finances publiques de Côte d'Or. Mon rôle aujourd'hui va être de poser des questions à nos deux intervenantes. Vous verrez également le chat est ouvert sur YouTube, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je les collationnerai et après la présentation qui va vous être faite, j'aurai l'occasion de les poser. Alors pour commencer, pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de mettre en place la facturation électronique ? Alors pourquoi la réforme de la facturation électronique ? On n'invente pas la facture électronique, on a déjà des entreprises qui pratiquent, qui ne sont pas attendues au niveau de la Direction générale des finances publiques pour faire de la facturation électronique. Donc on ne l'invente pas, mais on va la généraliser. Pourquoi est-ce qu'on va la généraliser ? Tout simplement parce que, dans un premier temps, le passage à la facturation électronique, c'est de la dématérialisation. La dématérialisation pour des entreprises, c'est un gain de temps, c'est aussi un gain tout simplement économique. Très concrètement, pour un chef d'entreprise, le coût d'une facture électronique, c'est moins de 1 € en cycle de vie, en coût complet. En revanche, une facture papier, c'est en termes de coût, entre 7 et 10 € pour un coût de gestion de la facture électronique. On a 4 millions d'entreprises qui vont passer à la facture électronique en 2024. Et sur ces 4 millions d'entreprises, on en a encore 1,5 million qui ne pratiquent que des cycles de facturation papier. C'est dire donc le potentiel en termes d'économie, de gain de compétitivité, et on sait dans le contexte actuel à quel point c'est important pour elles, qui peut profiter aux entreprises. Le deuxième objectif de la réforme, au-delà de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, c'est apporter de la simplification. C'est quoi la simplification grâce aux données de la facturation électronique pour une entreprise ? C'est proposer, bénéficier donc pour l'entreprise d'une déclaration pré-remplie de TVA. C'est de la simplification, c'est tout simplement une diminution ou en tout cas un allègement des obligations déclaratives à terme pour les entreprises. Troisième objectif de la réforme, c'est l'amélioration de la lutte contre la fraude. Dans les États qui ont mis en place la facturation électronique, l'administration bénéficie de données en masse, contemporaines, qui permettent une amélioration des outils de lutte contre la fraude. Et l'amélioration de la lutte contre la fraude, tout simplement, ça bénéficie à chacun, à tous les opérateurs de bonne foi. En Italie, pour vous donner un ordre de grandeur, la lutte contre la fraude, il y a eu un gain en matière de finances publiques de l'ordre de plus de 2 milliards d'euros grâce à la facturation électronique, grâce au passage à la facturation électronique. Dernier objectif,
c'est l'amélioration de la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises, très concrètement. Pour vous donner un exemple de ce que ça peut apporter à des entreprises, on a un dispositif qui existe à la Direction générale des finances publiques, qui en partage notamment avec les URSSAF également, et qui permet de détecter des entreprises en difficulté pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir leur proposer aussi des aides pour sortir d'une situation qui, pour elles, est critique. Avoir des données, une connaissance en temps quasi réel de la situation de l'entreprise, ça peut permettre de les détecter plus tôt et donc de leur proposer des solutions mieux adaptées en temps réel à leur situation. Tels sont les objectifs de la facturation électronique. Vous voyez que c'est un grand projet avec beaucoup d'ambition au service des entreprises. Alors, merci. Comme vous le dites, c'est un projet très ambitieux. J'imagine que vous ne travaillez pas dans votre tour d'ivoire toute seule. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quelle est votre méthode de travail pour déployer cette réforme ? Alors la méthode de travail, elle est simple. On n'a pas travaillé en chambre, dans le secret d'un petit bureau ou d'un grand bureau du ministère des Finances. L'objectif, c'est d'associer, et depuis le début, concrètement dès le mois de février 2021, le maximum de parties prenantes. Maximum de parties prenantes, pourquoi ? Parce que tout simplement, qui connaît le mieux les enjeux en termes de facturation et en termes de facturation électronique ? Pour la facturation, sont les entreprises elles-mêmes, les fédérations professionnelles, et sur la dématérialisation, ce sont qui ? Les éditeurs de logiciels, les plateformes de dématérialisation. Donc il nous est apparu vraiment crucial de pouvoir associer dès le départ ces différentes composantes à la construction, l'élaboration de la réforme. Et dès le départ, ça a été pensé en termes de projet pour être vraiment un dispositif en co-construction. Ça veut dire qu'on a recours à des ateliers de travail, des groupes de travail mensuels avec des éditeurs de logiciels, des plateformes de dématérialisation, des groupes de travail également avec des panels d'entreprises, grandes entreprises, TPE, PME, micro-entreprises, en copilotage avec des fédérations professionnelles, et puis bien évidemment des professionnels de l'accompagnement aussi des entreprises, du conseil en entreprise, par exemple les experts comptables. Donc vraiment, c'est une réforme qui a été co-construite avec l'ensemble des parties prenantes, et d'une certaine façon, tout ce dont Emmanuel et moi allons vous parler aujourd'hui, cet après-midi, que ce soit le champ de la facturation électronique, les données qu'on va transmettre, comment on va le faire, en réalité, tout a été discuté avec l'ensemble des parties prenantes. Alors pour avancer un petit peu, concrètement, en quoi consiste la réforme de la facturation électronique ? Alors la réforme de la facturation électronique, elle est un petit peu plus large que cette question de facturation électronique, puisque Céline l'a dit en propos introductif. On a effectivement 3 types d'obligations. D'une part, l'obligation donc de facturation électronique. D'autre part, une obligation qu'on appelle d'e-reporting. Donc en bon français, on va dire que c'est la transmission des données de transaction. Et puis le 3e volet, c'est une transmission des données de paiement. Alors revenons sur chacun de ces 3 concepts. Tout d'abord, le sujet de la facturation électronique. Donc moi, en tant qu'entreprise, demain, dans le cadre de cette réforme, je vais être dans une démarche d'envoyer à mon interlocuteur, donc mon client, une facture au format électronique dans le cadre des opérations que je réaliserai avec lui. Donc cette première obligation, elle couvre l'ensemble des transactions qui sont réalisées au plan national entre assujettis, donc entre 2 entités qui relèvent de l'assujettissement à la TVA. Certaines activités sont dispensées de cette facturation électronique dans le secteur médical, par exemple, de l'éducation, des activités bancaires ou d'assurance, et également des transactions qui relèvent d'un marché de défense ou de sécurité au sens de la commande publique. Donc ça, c'est un premier volet, un premier pan de notre réforme. Le second pan, pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés de pré-remplissage de déclaration de TVA, de contrôle fiscal et d'amélioration de la connaissance de nos entreprises au niveau français, c'est une 2e obligation qui s'appelle l'e-reporting. Donc pour toutes les transactions qui ne sont pas couvertes par une facture aujourd'hui, c'est-à-dire des opérations que l'on a avec des particuliers, donc ce qu'on appelle une relation B2C, toutes ces opérations-là devront être transmises électroniquement à l'administration fiscale, de manière à pouvoir avoir la connaissance de ces transactions.
Certaines opérations sont exclues de ce périmètre, puisqu'effectivement, dans les relations de vente à distance, dans un certain cas, des opérateurs qui sont inscrits sur un mini-guichet, donc le mini-guichet TVA, seront, entre guillemets, exemptés de ces transactions dès lors qu'on dispose déjà de ces informations. On a également, dans le volet d'e-reporting, la transmission des transactions qui relèvent des transactions non domestiques, c'est-à-dire réalisées avec un public qui est extérieur au territoire national. Donc dans ce cas, effectivement, on devra avoir connaissance de l'ensemble des éléments qui sont réalisés entre ces entreprises, à l'exception des importations, puisque ce sont déjà des informations dont l'administration fiscale dispose aujourd'hui. Sur ces deux piliers, finalement, on va avoir un troisième pilier qui va se greffer. Dans un cas assez spécifique qui est le cas des prestations de services, pour savoir à quel moment la TVA devient exigible, c'est la question donc des données de paiement. Donc lors des prestations de services, et si je n'ai pas, donc là c'est un petit peu précis, si je n'ai pas opté pour l'option TVA sur les débits, alors dans ces cas-là, je vais devoir déclarer mes transactions de paiement relatives à mes deux premiers piliers. Donc en résumé, et pour prendre un exemple peut-être qui illustrera un petit peu mieux mes propos, si je suis par exemple un plombier, j'ai des clients professionnels, j'ai des clients particuliers. Dans ces cas-là, je vais facturer électroniquement demain dans le cadre de la réforme à mes clients professionnels. En revanche, mes clients particuliers peut-être auront besoin d'une facture, mais je ne serai pas dans l'obligation de la transmettre électroniquement. En revanche, je devrai déclarer ces transactions auprès de l'administration fiscale. Et si en plus je réalise des prestations de services, alors dans ces cas-là, je devrai déclarer les données de paiement qui sont associées à ces deux piliers. Donc voilà en quoi consiste la réforme. On reviendra un petit peu plus loin dans l'exposé sur la manière dont tous ces éléments-là vont devoir être communiqués à l'administration, puisque bien entendu, on va avoir des outils qui vont rendre tous ces éléments, on l'espère, simples dans l'accomplissement de ces futures obligations. Mais alors, dans la pratique, une facture électronique, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il suffit que je scanne ma facture, je l'envoie par mail à l'administration et tout va bien? Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on peut croire qu'aujourd'hui, on est effectivement parfaitement dans le cadre, finalement, de cette réforme de facturation électronique. Alors ça, c'est une première idée reçue. Si j'envoie une facture au format PDF à mon client par mail, ce n'est pas, dans le cadre de la réforme, une facture au sens électronique du terme. Une facture électronique, c'est quoi? C'est une facture donc, qui sera transmise, déposée, transmise et reçue sous format électronique, mais grâce à des opérateurs qui vont, on va vous le présenter tout à l'heure, faire partie du paysage de la réforme. Et ces opérateurs seront l'intermédiaire pour aller déposer ces factures. Donc, le PDF déposé par mail, ça n'est pas une facture électronique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et effectivement, il faudra que l'on puisse vous expliquer un petit peu plus tard comment ces factures vont aller transiter. Alors, qui va être concerné par la facturation électronique? Alors, qui va être concerné par la réforme de la facturation électronique et la transmission des données? En réalité, c'est l'ensemble des entreprises. Donc, 4 millions d'entreprises en 2024 seront concernées par cette réforme. Indifféremment de leur taille, donc que ce soit des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire ou encore des TPE, PME ou micro-entreprises, chaque entreprise sera concernée par la réforme. Si vous êtes franchisé en base, donc que vous n'avez pas de déclaration de TVA, par exemple, vous serez en tant qu'assujetti demain, donc en 2024, aussi concernés par la réforme. Tout simplement parce que pour atteindre les objectifs de la réforme, il nous faut avoir une exhaustivité sur les différentes transactions qui sont réalisées par les entreprises. Donc les franchisés en base, et c'est important de le noter, seront aussi concernés par la réforme, de la même façon que des entreprises étrangères établies en France, eh bien, selon la nature de la transaction, elles seront ou dans la facturation électronique,
ou dans le e-reporting, tout dépendant en réalité de la nature des transactions effectuées. Autre exemple, Emmanuel le disait tout à l'heure, certains secteurs sont exonérés de TVA et bénéficient d'une dispense de facturation. Naturellement, qui dit dispense de facturation, dit dispense aussi de facturation électronique. Mais ça n'est que pour les opérations qui sont énumérées dans le Code général des impôts et que vous connaissez, que vous pratiquez. Donc ça veut dire que pour ces opérations, effectivement, il n'y a pas de facturation électronique. Mais potentiellement, si vous avez une activité mixte, en d'autres termes, pour reprendre le terme un peu technique, mais que vous connaissez sans doute en tant qu'assujetti, si vous avez une déclaration de TVA, si vous êtes un assujetti partiel, eh bien, sur une partie du périmètre de votre activité, vous serez aussi dans le champ de la réforme de la facturation électronique. En revanche, ce qui est important de noter, c'est que c'est une réforme qui est certes technique, qui va avoir des bénéfices pour les entreprises. Pour autant, cette réforme technique ne change pas le cadre que les entreprises connaissent en matière de TVA, donc le périmètre des exonérations, les taux qui sont applicables par exemple aux différentes transactions, tout ça ne change pas et c'est un élément de stabilité important pour les entreprises dans le cadre de cette réforme. Et alors, vous avez évoqué tout à l'heure 2024, selon quel calendrier les entreprises doivent se préparer ? L'objectif, c'est de tenir compte en réalité de la taille des entreprises, parce qu'on sait que tout le monde, toutes les entreprises, n'ont pas nécessairement la même facilité avec le numérique, n'ont pas nécessairement la même maturité numérique. Donc ça veut dire, date importante, qu'au 1er juillet 2024, il va se passer deux choses. Première chose, c'est que toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures électroniques. Donc c'est vraiment l'obligation de réception des factures électroniques. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, même si je suis un franchisé en base, je vais devoir pouvoir recevoir des factures électroniques. En revanche, seules les grandes entreprises émettront des factures électroniques à cette date. Mais c'est quand même considérable, une évolution extrêmement importante, parce que certes, quantitativement, enfin numériquement, on a environ 250 grandes entreprises en France. Pour autant, ce sont des volumes de facturation particulièrement importants. En 2025, donc 1er janvier 2025, les entreprises de taille intermédiaire passeront à l'obligation d'émission. Et pour les TPE, PME, micro-entreprises, cette obligation d'émission, elle interviendra au 1er janvier 2026. Pour le dire autrement, si je suis une micro-entreprise ou une TPE, quel va être l'impact de la réforme sur moi au 1er juillet 2024 ? Eh bien, je vais devoir pouvoir recevoir une facture électronique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire choisir une plateforme de dématérialisation et on y reviendra dans quelques instants. Alors justement, vous évoquez les plateformes de dématérialisation. On a déjà des questions sur le chat sur le sujet, mais les entreprises évoquent des opérateurs. Je pense qu'elles veulent dire les plateformes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce que sont ces plateformes et ce qu'elles vont permettre de faire ? Alors effectivement, comme on l'a dit, on a un cadre, un périmètre. On a vu ce qu'était une facture électronique, ce qu'était un reporting de déclaration des transactions et des paiements. On a vu qui sont les entreprises concernées. Et maintenant, la question à laquelle il va falloir qu'on vous apporte des réponses, c'est de dire comment je vais réaliser l'ensemble de ces obligations qui sont mises en œuvre. Alors, Céline l'expliquait, au 1er juillet 2024, je suis une entreprise française, je suis dans la réforme, encore une fois que je sois une grande entreprise ou une petite, je suis dans la réforme puisque je vais devoir recevoir une facture au format électronique. Donc on imagine que mon fournisseur d'énergie m'envoie une facture, donc lui il est dans l'obligation d'émettre à cette date, et donc moi je vais devoir réceptionner cette facture. Alors pour ce faire, je suis dans une obligation qui est de passer par une plateforme, une entité qui va me permettre de réaliser ces opérations. Donc mon entreprise va être dans l'obligation de choisir entre un portail public de facturation, donc comme son nom l'indique, public, donc c'est un portail qui est mis en œuvre par l'État dans le cadre de la réforme, ou deuxième option, je vais avoir la possibilité de choisir une plateforme de dématérialisation partenaire, donc c'est vraiment le terme consacré pour ces opérateurs qui rentrent dans ce dispositif et qui sont des opérateurs privés. Donc je vais avoir le choix entre ces deux solutions pour faire quoi ? Pour
déposer ma facture et qu'elle puisse être acheminée à mon client de manière électronique, pour déclarer mon reporting, donc mes transactions que je réalise avec des particuliers ou avec des entreprises internationales. Et ces plateformes donc, vont avoir le rôle d'acheminer donc, ces éléments d'une part à l'acheteur, donc c'est, si vous visualisez le schéma, de plateforme à plateforme, et puis la contrepartie, c'est qu'un certain nombre de données, mais pas l'ensemble des données de factures seront transmises à l'administration, donc transiteront par le portail public pour arriver à l'administration fiscale, encore une fois, dans un objectif de pré-remplissage de TVA une fois qu'on aura l'ensemble de ces données, et aussi dans une démarche de lutte contre la fraude. Donc, ces plateformes que vous visualisez, elles sont de deux ordres. Alors, on va commencer par les plateformes de dématérialisation partenaires. Donc, ce sont des prestataires qui offrent des services de dématérialisation de factures, et seules ces plateformes, donc qui portent ce terme consacré, auront l'autorisation de réaliser l'ensemble de ces opérations. Le portail public, qui lui donc opère pour l'État, va offrir un service public minimum à destination des entreprises. Ce service va être gratuit et il va permettre effectivement à toutes les entreprises de pouvoir rentrer dans la réforme progressivement. Alors pourquoi ce choix de mixité, qui est un choix vraiment français entre le public et le privé? Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été réfléchi, pensé au niveau français, qui n'est pas forcément le choix fait par tous les pays en la matière. C'est de pouvoir assurer une diversité de services et de pouvoir assurer à des opérateurs historiques qui existaient dans le domaine de la dématérialisation, de pouvoir continuer à offrir ces services. Donc on a vraiment une pluralité de services et qui permet de s'adapter aux différents besoins de secteurs d'activité qui peuvent être propres et qui peuvent nécessiter des spécificités, par exemple, pour des formats de facture. Alors, pour aller un petit peu plus loin, ces opérateurs, ils ont des rôles assez spécifiques. On va commencer par le portail public de facturation. Donc, comme je disais, il a un premier volet. Il va permettre d'offrir un service minimum à l'ensemble des entreprises. Donc, elles vont pouvoir déposer leurs factures pour pouvoir les acheminer auprès de leurs clients. Premier point. Elles vont pouvoir déposer ou déclarer leur reporting sur ce portail public. Et donc ça transitera au niveau de l'administration fiscale. Et puis l'ensemble de ces factures pourra être archivé pendant 10 ans par l'administration fiscale pour les entreprises qui auront choisi le portail public de facturation. Ce portail public, il y a un deuxième rôle qui est majeur dans le dispositif, c'est qu'il administre un annuaire. Donc on va avoir un annuaire très générique de l'ensemble des entreprises qui sont éligibles et donc dans le périmètre de la facturation électronique, donc 4 millions d'entreprises. Et puis, on aura également la possibilité d'y accoler les plateformes, donc les opérateurs qui auront été choisis par ces entreprises pour se voir acheminer les factures. Alors, ça c'est le deuxième rôle du portail public, et son troisième rôle, c'est d'être un concentrateur, c'est-à-dire qu'il va récupérer l'ensemble des données du dispositif pour les acheminer auprès de l'administration fiscale. Pour être à côté du portail public, on a donc des plateformes de dématérialisation partenaires qui, bien entendu, pour réaliser des opérations d'échange de factures et de transmission des données d'e-reporting, doivent répondre à un certain nombre de critères. Et donc ces plateformes, elles vont être immatriculées par l'État. On a un service qui a ouvert début mai et qui va permettre à des opérateurs de déposer des dossiers pour devenir plateforme de dématérialisation partenaire et réaliser donc l'ensemble des opérations pour le compte des entreprises. Cette immatriculation, elle va durer 3 ans et l'idée, c'est de répondre à un cahier des charges très strict en matière évidemment d'hébergement de données, en termes de sécurité, de respect du RGPD. Voilà, donc ces plateformes, elles vont être dans un cadre assez strict et l'administration donc leur donnera une immatriculation pour leur permettre d'opérer. Un point peut-être important, et vous posez peut-être la question, est-ce que je peux avoir plusieurs plateformes? Oui, pour mes besoins, je peux choisir une plateforme qui va me permettre de réceptionner les factures.
Voilà. Et puis une autre plateforme qui va me permettre d'envoyer des factures. Pourquoi pas? Ou en fonction des secteurs d'activité. Donc c'est totalement libre. D'autre part, je ne suis bien évidemment pas obligée de prendre la plateforme de mon client. À aucun moment, on ne pourra m'imposer de choisir une plateforme, que ce soit le portail public ou une plateforme privée. C'est vraiment un choix que l'entreprise doit faire par rapport à ses propres besoins. Donc ça, c'est des points essentiels qu'il faut avoir en tête, de manière à pouvoir avoir vraiment une connaissance pleine et entière de ses besoins et de comparer l'ensemble des services. Ce que dit Emmanuel est important, ce qui est vraiment au cœur de cette réforme sur le choix vraiment de la plateforme, de l'opérateur que l'entreprise pourra choisir, c'est vraiment la notion de besoin, la notion de besoin de l'entreprise. Comment est-ce qu'une entreprise va pouvoir choisir sa plateforme de dématérialisation? Ce choix, effectivement, il est libre, portail public de facturation ou plateforme de dématérialisation partenaire, pourquoi pas en fonction du volume de facturation de l'entreprise, s'il est vraiment très important, plusieurs plateformes. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une grande enseigne de grande distribution, il est certain que son besoin en matière de facturation électronique, il est probable qu'il soit plus sophistiqué que celui d'une TPE ou que celui d'un auto-entrepreneur. Donc tout le monde n'a pas les mêmes besoins et c'est l'objectif que d'avoir à la fois des plateformes partenaires et un portail public que de pouvoir répondre aux besoins de chacun. Encore une fois, l'offre de services qui va être proposée par le portail public de facturation électronique, ce sera un service, un socle minimum de services qui va permettre à l'entreprise de passer à la facturation électronique, à la transmission des données à moindre coût. En revanche, si son besoin en termes de facturation ne se résume pas, entre guillemets, à l'échange de factures avec ses clients, par exemple si elle souhaite un système d'aide à la relance, si elle estime avoir besoin d'un suivi en temps réel de sa trésorerie, dans ce cas, probablement, elle aura intérêt à examiner les offres commerciales que peuvent proposer ou qu'on pourront proposer les plateformes de dématérialisation partenaires. Donc pour bien choisir son opérateur de dématérialisation en 2024, il faudra sans doute que les entreprises se posent en réalité cette question. Quel est mon besoin? Qu'est-ce que moi j'attends d'un prestataire de dématérialisation pour me faciliter la vie au quotidien? Alors, quelques questions sur le chat sur ces plateformes. Alors, est-ce que les plateformes existent déjà? Puisque par exemple, là, on me demande si les comptables seront des plateformes et si le logiciel de comptabilité Time est une plateforme. Alors, est-ce que des plateformes existent déjà? La réponse, elle est simple, non. Comme Emmanuel l'a dit il y a quelques minutes, on a un service d'immatriculation des plateformes qui a ouvert à la DGFiP, il a ouvert le 2 mai dernier, donc le 2 mai 2023, il est tout récent. Il commence à recevoir ses tout premiers dossiers et il y a un temps d'examen. Parce qu'effectivement, il y a des enjeux en termes de protection des données. L'immatriculation, c'est-à-dire l'autorisation va donner l'administration à un opérateur de pouvoir opérer dans le dispositif, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est un gage de confiance et de solidité de l'opérateur. Donc c'est une procédure qui, pour nous, Direction générale des finances publiques, compte énormément et qu'on va suivre avec vigilance. De la même façon, donc pour répondre vraiment très directement à la question, pour l'instant il n'y a pas de partenaire. Par contre, effectivement, s'il y a un message à faire passer aux chefs d'entreprise à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'urgence pour choisir sa plateforme partenaire. En 2023, l'objectif, c'est de s'informer. Ce n'est pas nécessairement de choisir d'emblée sa plateforme de dématérialisation partenaire, puisque les premiers dossiers d'immatriculation sont tout juste en train d'être transmis à l'administration. Donc ça veut dire que concrètement, si on a aujourd'hui des opérateurs qui font du démarchage, le premier réflexe, le bon réflexe du chef d'entreprise, c'est d'aller sur la page qui est à l'écran, la page partenaire de l'espace impôts.gouv.fr, pour vérifier, in fine, si l'opérateur qui se dit partenaire figure effectivement sur la liste qui va être, en temps utile, mise à disposition du public sur donc, le site impôts.gouv.fr. Autre question, qui rémunérera ces plateformes? Alors, qui rémunérera ces plateformes? C'est une relation commerciale, donc ça veut dire que l'entreprise, elle a le choix. Elle peut recourir aux plateformes de dématérialisation partenaires si elle le souhaite, mais c'est une offre
payante, qui peut être entre guillemets à géométrie variable, parce que là ça dépend très concrètement de l'offre commerciale du partenaire en question, ça dépend du besoin et de ce que va inclure le contrat de l'entreprise avec ce partenaire. Donc c'est très concrètement une relation commerciale entre une entreprise, un assujetti à la TVA et un opérateur de dématérialisation. En revanche, si l'entreprise, l'assujetti à la TVA, choisit le portail public de dématérialisation, ce choix est totalement libre pour les entreprises, et bien là, l'offre de service du portail public est gratuite. Est-ce que ces plateformes pourront se substituer à Chorus Pro? C'est-à-dire que des entreprises utilisent Chorus Pro aujourd'hui vis-à-vis des partenaires publics. Est-ce que demain, les plateformes privées qu'elles pourraient choisir pourraient se substituer? Alors, vraiment sur le segment de la commande publique, puisqu'en réalité, c'est de ça dont on parle. C'est le cas où, concrètement, une entreprise a passé un marché public avec une collectivité publique, qu'il s'agisse de l'État, d'une région, d'une commune, d'une intercommunalité, etc. Dans ce cas-là, l'entreprise et la personne publique ont une obligation, c'est d'utiliser le portail public Chorus Pro. Demain, dans le cadre de ces transactions particulières, donc marché public, cette obligation va subsister. Donc demain, une entreprise va devoir continuer, dans le cadre de la commande publique, à utiliser Chorus Pro. Mais est-ce qu'elle aura, pour les autres transactions, celles qu'elle réalise avec des autres entreprises, donc la facturation électronique inter-entreprise, la possibilité d'utiliser Chorus Pro? Bien sûr, elle le pourra. Ce qu'on appelle le portail public de facturation avec Emmanuel, c'est le portail Chorus Pro, mais redimensionné. Redimensionné pourquoi? Parce que Emmanuel l'a rappelé tout à l'heure, demain, donc en 2024, ce qu'on attend en termes d'échange, de flux de factures, c'est environ 2 milliards, enfin plus de 2 milliards de factures par an. À l'heure actuelle, pour ceux qui connaissent et qui pratiquent, Chorus Pro reçoit chaque année 70 millions de factures. Donc il y a toute une opération de redimensionnement, de reconstruction, d'amélioration également de ce portail au service des entreprises. Des entreprises nous disent qu'elles sont d'ores et déjà démarchées par des plateformes. Et est-ce qu'il y a une différence entre des plateformes partenaires et des opérateurs de dématérialisation? Alors oui, effectivement, comme on l'a dit, les plateformes de dématérialisation partenaires, elles sont immatriculées par l'État. Donc elles répondent à un certain nombre de cahiers des charges et effectivement, leur liste figurera sur le site impôts.gouv et sera alimentée au fur et à mesure de leur immatriculation. En revanche, on a bien des opérateurs aujourd'hui de dématérialisation qui réalisent déjà de la facturation électronique pour aller générer un certain nombre de choses. Ces intermédiaires, ils continueront à offrir des services, ils vont certainement même faire évoluer leur logiciel de manière à pouvoir rentrer dans le cadre de la réforme. Donc c'est très important aujourd'hui, s'il y a un conseil à donner peut-être aux entreprises, Céline disait s'informer, c'est s'informer et dialoguer avec son écosystème. C'est de se rapprocher de son opérateur de démat, si on en a un, et de lui dire, voilà, c'est quoi pour vous la réforme? Est-ce que vous êtes bien au clair avec ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez me proposer? Est-ce que vous allez faire des nouvelles versions? Ça va me coûter combien? Et à ce moment-là, peut-être réfléchir à son organisation, à la manière dont je vais vous voir fonctionner. Mais tout ça de manière progressive. Attention, on l'a dit, pour une entreprise qui n'est pas une grande entreprise au 1er juillet 2024, je vais devoir, entre guillemets, que recevoir mes factures. Donc il faut vraiment prendre le temps au niveau de son entreprise pour faire ce choix-là. Donc on a bien une distinction entre un opérateur de dématérialisation qui va me faire un certain nombre de services, qui me permettra peut-être de déposer sur le portail public de facturation ou de déposer, et ça ce sera peut-être moins visible pour l'entreprise, sur une plateforme, mais en tout état de cause, il faudra que je me pose effectivement la question de savoir si cet opérateur est en capacité d'évoluer. Alors on travaille en concertation avec beaucoup d'éditeurs de logiciels et ça c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont quand même au fait de la réforme depuis un bon bout de temps et leur intention effectivement est bien d'offrir le service dans les délais de la réforme et donc de proposer et d'informer les entreprises avec lesquelles ils travaillent.
Alors, ils sont bien au fait de la réforme, ils travaillent avec nous depuis plusieurs mois, voire années pour certains, mais comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on vous conseille aussi, tout simplement, pourquoi pas à la sortie de la réunion, si vous êtes déjà équipé d'un logiciel de facturation ou d'un logiciel de caisse, peut-être tout simplement de signaler quand même à votre éditeur de logiciel préféré qu'il y a une réforme qui va intervenir en 2024 et que bien évidemment, il doit lui aussi être au rendez-vous et donc faire les adaptations qui vont bien pour vous permettre de passer sereinement à la facturation électronique. Très bien. Et est-ce que les entreprises vont être accompagnées dans cette réforme ? Oui, naturellement. Naturellement. Alors elles vont être accompagnées. En réalité, on a déjà un peu commencé. On a créé l'année dernière au sein de la Direction générale des finances publiques une communauté des relais de communication et d'accompagnement. Concrètement, c'est quoi cette communauté? Comment elle fonctionne? Elle réunit, on va dire, un réseau d'ambassadeurs de bonne volonté autour de la réforme. C'est qui sont ces ambassadeurs? Des fédérations professionnelles. UDP, CPME, MEDEF, AFEP, FCD, j'en passe et des meilleurs, des experts comptables, des professionnels de l'accompagnement des entreprises, comme les ordres qui représentent par exemple la profession des avocats, ou bien les commissaires aux comptes, mais aussi des experts comptables, des administrations, comme par exemple les URSSAF, comme le Portail Pro, ou encore des éditeurs de logiciels, on en parlait il y a un instant, ou des opérateurs de dématérialisation, qui souhaitent s'associer dans une démarche non commerciale de promotion de la réforme. L'idée, c'est qu'on puisse communiquer, partager des messages, des actions de pédagogie et de sensibilisation au profit des entreprises pour que, à la fin de cette année, aucune entreprise n'ait jamais entendu parler de la facturation électronique qui va se déployer en 2024. On aura forcément une campagne de communication nationale et également, côté des GFIP, on va mettre en place un certain nombre d'autres actions. On en a déjà réalisé, donc des campagnes de mass mail envoyées au niveau des grandes entreprises dans un premier temps. On le refera également à la fin de l'année avec les micro-entreprises, TPE, PME, pour leur signaler si la chose leur avait échappé, le passage prochain à la facturation électronique. Et surtout, d'ores et déjà, en réalité, dès la fin de l'année dernière, on a mis en place au sein de la DGFIP un réseau de 150 référents. Il y en a un dans chaque direction départementale ou direction régionale des finances publiques qu'il ne faut pas hésiter quand on est entreprise, quand on a une question à solliciter. Vous avez d'ailleurs les coordonnées à l'écran des référents facturation électronique pour la Côte d'Or, pour la Saône-et-Loire. N'hésitez pas, en cas de question, de demande de précision, de demande d'information, quelle que soit la question, il n'y a pas de question bête, à les solliciter, à vous rapprocher de la DRFIP de la Côte d'Or. Je précise aussi qu'au-delà, il y aura aussi, en temps utile, pas forcément en 2023, mais en 2024, de l'assistance téléphonique, parce que c'est humain. Quand on a peur de se tromper, parfois c'est juste ça, on a une question, on veut avoir quelqu'un au bout du fil, c'est normal. Donc la DGFIP va aussi prévoir un dispositif d'assistance téléphonique pour aider les chefs d'entreprise à passer à la facturation électronique. Et c'est la raison pour laquelle, dès cette année, on forme environ 20 000 collaborateurs de la DGFIP à la facturation électronique. Je crois également qu'il y aura quelques informations sur impôt.gouv. Alors effectivement, on l'a dit, on est en train de mettre en place une communication nationale, une direction locale. C'est la raison de notre présence aujourd'hui au niveau de Dijon. On est avec vous pour diffuser cette information également au niveau local. Et ça, c'est important de pouvoir le relayer. Vous pouvez vous référer, autant que de besoin, au site impôt.gouv.fr. Sur ce site, dans l'espace professionnel, donc vous voyez, il y a un petit logo, passage à la facturation électronique, et vous pouvez accéder à l'ensemble des informations, alors très généralistes, qu'on vient de vous rappeler à l'instant. Vous avez également une foire aux questions qui est mise à jour très régulièrement, des questions les plus fréquentes qu'on reçoit au niveau de la direction de projet et qui ont vocation donc à couvrir un spectre un petit peu plus précis que des éléments très génériques, donc n'hésitez pas à vous y référer. On a également sur cet espace de la documentation qui est disponible.
qui est disponible, notamment des fiches TPE-PME. Alors dans le cadre de la co-construction, on a travaillé effectivement avec les fédérations d'entreprises, et notamment la CPME et l'U2P, pour pouvoir établir des fiches très pédagogiques, avec des questions très simples, des réponses, on l'espère, très simples aussi associées, de manière à bien comprendre et peut-être aussi accompagner au sein de votre entreprise vos salariés, ou parler un petit peu plus finement de ces éléments. Vous disposez d'un dépliant DGFIP, là aussi qui est téléchargeable. Et si vous voulez tester vos connaissances, puisque là on vous a dit quelques éléments assez riches, vous pouvez vous essayer au quiz, donc 3 niveaux, un niveau dépendant, intermédiaire et expert. L'expert est quand même bien pointu, mais n'hésitez pas, pour pouvoir effectivement, d'une manière, on l'espère, assez ludique, tester vos connaissances sur la réforme. Voilà les supports qui s'enrichissent régulièrement, donc n'hésitez pas, on est sur un site de référence, on a vraiment une volonté d'avoir une communication État forte pour justement éviter les mauvaises informations qui pourraient être diffusées d'un point de vue commercial, notamment sur toute la réforme. Donc n'hésitez pas à vous référer régulièrement à ce site impôts.gouv. Alors, je crois que justement, vous nous avez préparé un petit quiz. Avant, il y a quelques questions sur le chat que je vais vous poser. Qu'en est-il des associations? Est-ce qu'elles sont soumises à l'obligation d'émission dès 2024 et à terme, par la réception, pardon, et à terme par l'émission? Alors, les associations, si elles sont assujetties à la TVA, donc abus lucratifs, sont dans le périmètre de la réforme et effectivement sont de ce point de vue des assujettis comme les autres. Donc, dès 2024, effectivement, elles seront considérées comme dans la réforme, c'est-à-dire avec une obligation de réception. Après, bien évidemment, les critères de taille, entre guillemets, de chiffre d'affaires, s'appliqueront également. Donc, ça motivera l'obligation l'obligation d'émission en fonction de l'association à laquelle on se réfère. Mais oui, elles sont des assujetties comme les autres, si elles sont à but lucratif. Si l'association n'est pas à but lucratif, elles ne sont pas assujetties à la TVA, donc elles ne sont pas dans le champ de la réforme. Pourquoi imposer le e-reporting des données de paiement pour les prestataires aux personnes bénéficiant de la franchise en base? C'est une colle. Alors, pourquoi tout simplement, je pense que c'est indépendamment du service à la personne, pourquoi est-ce qu'on impose la transmission des données de paiement pour les prestations de services, y compris pour les franchisés en base? Tout simplement parce que certes, il n'y a pas de déclaration de TVA pour les franchisés en base, mais il y a un objectif plus large et qui bénéficie à toute entreprise, c'est l'objectif d'amélioration de la lutte contre la fraude. En particulier la fraude à la TVA, et je pense que dans un contexte fortement inflationniste, où on a des sujets par exemple de prix de l'énergie ou autres, c'est important d'avoir des biens, des prestations de services au bon prix, au juste prix, y compris pour les fournisseurs de services et pour leurs clients également. Donc la lutte contre la fraude à la TVA, de fait, même si on est franchisé en base, on en bénéficie parce qu'une meilleure lutte contre la fraude, c'est une concurrence plus saine, plus juste, plus loyale au bénéfice des opérateurs de bonne foi. Et donc, dernière question pour le moment, combien de temps avant le 1er juillet 2024 les entreprises vont-elles avoir pour s'inscrire au portail ou à une plateforme et pour pouvoir le tester? Alors l'idée, c'est de pouvoir anticiper effectivement ce 1er juillet. Donc dans notre idée, alors peut-être pour vous expliquer ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est en train de construire une phase qui est essentielle dans le dispositif, qui est la phase pilote. Donc la phase pilote, ça va être un échantillon représentatif de l'ensemble des transactions, de l'ensemble des opérateurs, des secteurs d'activité, etc. Et ça va nous permettre de sécuriser le dispositif en vue de sa généralisation.
Donc en ce moment, on est sur une phase de recrutement des pilotes. Donc si vous avez envie, derrière la caméra, de participer à cette réforme de la facturation électronique un petit peu en avance de phase, vous avez sur le site impôts.gouv.fr un segment, donc dans le passage à la facturation électronique, qui s'appelle Je participe à la phase pilote, dans laquelle vous pouvez trouver tous les renseignements pour vous inscrire, donc le dossier de candidature, la lettre de motivation, tout un tas d'éléments. Donc, si je suis dans cette phase pilote, je dois venir avec quelques coéquipiers avec lesquels j'échange des factures. C'est mieux, donc je viens en équipe. Donc l'idée, c'est de trouver une forme d'association finalement avec des clients, des fournisseurs pour pouvoir participer à cette phase. Et donc, au cours de cette phase, on va aller tester tout un ensemble de cas finalement pour pouvoir aller sécuriser le dispositif. Au fur et à mesure de la progression de ces cas et quand on aura une bonne assurance finalement du bon fonctionnement de notre dispositif, l'idée c'est d'ouvrir avant ce 1er juillet la possibilité de s'inscrire sur le portail public de facturation en anticipation et pour commencer à prendre connaissance de ces éléments d'environnement. Alors, un point important, c'est que les entreprises qui aujourd'hui utilisent le portail Chorus Pro de manière régulière, on l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de leurs opérations avec la sphère de l'État, se verront automatiquement reconduire leurs droits et seront en capacité de faire de la facturation électronique si elles font le choix du portail public. Et donc, dans ces cas-là, l'anticipation sera un petit peu moins nécessaire quelque part. Mais tout ça, ce sera vraiment bien accompagné dans le cadre de la réforme nationale, de la campagne nationale que l'on met en place. Et l'idée, c'est vraiment qu'on vous donne les bonnes informations au grand public au bon moment. Et donc, on vous donnera le signal tous pour vous préparer, pour pouvoir vous inscrire. Ce qu'on peut ajouter par rapport à ce qu'Emmanuel vient de dire, c'est qu'effectivement, donc là on est dans la phase de recrutement de nos futurs participants au pilote. L'appel à candidature, on l'a lancé le 18 avril dernier et il s'achève à la fin du mois de juin. Donc si vous êtes intéressé, vraiment, n'hésitez pas, rendez-vous sur la page impôts.gouv où vous avez le dossier de candidature que vous pouvez regarder. Vous avez jusqu'à la fin juin pour pouvoir le remplir, constituer une équipe. Il n'y a pas forcément besoin d'être très très nombreux. L'idée c'est d'arriver à échanger des factures. Si vous êtes fournisseur, vous ne facturez pas tout seul, vous avez forcément des clients. Peut-être que ces clients ont aussi envie de tester par exemple les services du portail public de facturation ou bien auront recours à une plateforme partenaire et voudront tester leurs services. Ce qui est important aussi, ce qu'on peut dire, c'est que il se trouve que demain on a un webinaire justement point d'étape au niveau national. Pour justement faire le point avec les entreprises qui le souhaiteront, les fédérations professionnelles, les éditeurs de logiciels, les plateformes qui sont intéressées. Donc webinaire de bilan intermédiaire pour voir comment les uns et les autres se débrouillent, entre guillemets, pour produire leur candidature, si ils ont besoin d'un appui, s'ils ont besoin de nous, tout simplement, côté administration, pour les aider. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à le faire savoir. Je pense que s'il y a des demandes qui arrivent par exemple sur la boîte fonctionnelle ou la boîte des référents facturation électronique, vous avez vu l'adresse tout à l'heure, n'hésitez pas côté direction régionale à nous les faire suivre. On enverra les codes, les identifiants de connexion qui vont bien si certains d'entre vous veulent participer à ce webinaire demain. À 15h. Très bien. Donc, avant de passer ce petit quiz, n'hésitez pas en ligne à poser vos questions via le chat. On les reprendra après ces questions. Alors, rapidement, vous visualisez à l'écran les questions. Le e-invoicing, alors c'est vrai qu'on n'a pas tellement employé ce terme finalement. C'est une question difficile aujourd'hui parce que je crois qu'on ne l'a pas employé. C'est vrai. Alors, le e-invoicing, on ne va pas déflorer. Alors, la réponse, c'est quoi? Je ne parle pas anglais. C'est la transmission des factures. C'est l'envoi des factures par messagerie. C'est la transmission des factures de manière dématérialisée. Ou le terme peut être utilisé pour désigner la facturation électronique. Alors c'est bien sûr la facturation électronique. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on évite quand même d'utiliser des anglicismes. Donc, on parle de facturation électronique et de transmission des données de transaction.
Même si j'avais une petite tendresse pour la transmission vocale de la facture, c'est la facturation électronique. C'est vrai, oui. Le e-reporting, c'est donc la transmission à l'administration de certaines informations relatives aux opérations avec des opérateurs établis à l'étranger, la transmission à l'administration de certaines informations relatives aux opérations avec des particuliers, la transmission à l'administration des données de paiement relatives aux prestations de services ou la transmission à l'administration des données de e-invoicing. Les 3 premières. Très bien. Parfait, donc effectivement, c'est les 3 premières, les particuliers, mes relations à l'international et pour les prestations de services, la transmission des données de paiement. Question ? Toutes les entreprises concernées par la réforme de la facturation électronique à compter du 1er juillet 2024. Est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse ? Et oui, c'est vrai. Toutes les entreprises au 1er juillet 2024 sont concernées par la réforme et devront à cette date avoir choisi une plateforme, soit publique, soit privée. Je suis micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Est-ce que je suis concernée à partir de 2024 par la facturation électronique ? Vrai ? Faux ? Et oui, c'est vrai. Je suis un micro-entrepreneur et je suis donc à ce titre assujetti. Donc là, ce n'est pas forcément évident. Et donc, je vais devoir émettre et recevoir mes factures électroniques pour les transactions domestiques, donc faites en France. Les opérations réalisées par une association à but non lucratif. Quelqu'un d'entre vous avait-il eu accès au quiz avant ? Les opérations réalisées donc, par une association à but non lucratif sont-elles dans le champ d'application de la facturation électronique ? Vrai ou faux ? Alors on a dit faux, effectivement, quand on est sur du non lucratif, je ne suis pas concernée par la réforme, ni en émission, ni en réception. Un PDF envoyé par mail est une facture électronique. Vrai, faux? Alors c'est faux, encore une fois, et ça c'est important, ça n'est pas, dans le cadre de la réforme, le bon moyen d'envoyer une facture. Je vais devoir choisir une plateforme et déposer auprès de cette plateforme une facture donc au format électronique. La mise en place du e-invoicing, donc la facturation électronique, est sans incidence sur les règles de TVA. Vrai, faux? Donc effectivement, rien ne change, ça c'est important, en termes d'exigibilité, de déduction, de régime de TVA, tout reste identique, on est vraiment sur des questions de facture et de données associées. Le e-reporting ne concerne que les opérations réalisées à destination des clients particuliers. Vrai ou faux? Alors non, pas que, puisqu'effectivement, on va avoir d'autres opérations qui vont être dans le champ, notamment les opérations avec les opérateurs étrangers. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, je vais devoir déclarer ces éléments. Alors, on parle de clients particuliers, mais on précise effectivement les associations à but non lucratif qui sont assimilées à des non-assujettis. Donc, quand je suis dans un échange en tant qu'entreprise avec une association à but non lucratif, je vais devoir déclarer les transactions réalisées avec cet opérateur et non pas lui faire une facture électronique. Je suis une PME. À quelle date devrais-je appliquer le e-reporting ? 1er janvier 2026. Oui, donc un point important, c'est que le e-reporting, ma déclaration des transactions, elle suit le même calendrier que la facturation électronique. Donc j'émets ma facture au format électronique au 1er janvier 2026 si je suis une petite entreprise. Et de la même manière, je déclare mon reporting sur ma plateforme à cette même date. Précision importante. L'entreprise, pour la facturation électronique, va recevoir ses factures de façon électronique à compter du 1er juillet 2024. Elle n'est pas tenue de faire de la facturation électronique comme le e-reporting avant le 1er janvier 2026. Si elle veut s'y mettre un petit peu avant pour essayer progressivement, pas toutes ses factures d'abord, et puis progressivement la totalité de ses factures, bien sûr, il n'y a pas de difficulté. Ce qu'on est en train de dire, c'est simplement que l'administration
n'oblige pas les entreprises avant janvier 2026 à émettre, quand on est une PME, une micro-entreprise, des factures électroniques avant cette date. En revanche, quand on est un chef d'entreprise, qu'on a choisi un prestataire pour recevoir des factures électroniques, on n'a pas objectivement d'intérêt, enfin je pense en tout cas, à maintenir un double flux. Parce qu'un double flux, c'est compliqué. Potentiellement, ça peut être des frais en plus. Donc n'hésitez pas à progressivement anticiper un petit peu le passage à la facturation électronique quand vous vous sentez à l'aise avec la dématérialisation et avec les offres de services de vos prestataires de dématérialisation. Question suivante, l'entreprise doit utiliser la même plateforme que son fournisseur pour pouvoir récupérer les factures électroniques. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est faux. C'est faux. Une entreprise a le choix de sa plateforme de dématérialisation, de sa ou de ses plateformes de dématérialisation. C'est vrai que quand on est une petite entreprise avec des volumes de facturation plus limités, par exemple entre 10 et 20 factures par mois, on peut effectivement n'avoir qu'un besoin limité, donc choisir un prestataire. Quand on est, je prends l'exemple d'une grande enseigne de la grande distribution, avec des volumes de facturation particulièrement élevés, intensifs, on peut, si on estime que c'est l'intérêt de l'entreprise, recourir à plusieurs prestataires différents. 11e question, une entreprise assujettie devra choisir une seule plateforme. On l'a redit, mais on le redit, c'est donc faux. Je peux faire le choix de plusieurs plateformes. Et dernière question. Le calendrier de la réforme s'applique à la fois à la mise en œuvre de la facturation électronique et à la transmission des données de transaction. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai. Là aussi, on le répète, mais tout ça se passe en même temps. Donc, 1er janvier 2026, par exemple, si je suis une PME, je peux déposer mon reporting, déposer ma facture, mais je peux aussi anticiper, et ça c'est un point important, toutes ces obligations au moment où je suis prêt. Très bien. Avant de terminer, deux questions qui nous sont arrivées dans le chat. La première, quelles seront les infos dont les entreprises auront besoin au niveau de leur fichier client pour pouvoir envoyer leurs factures en démat, enfin en facturation électronique? Alors c'est un point qui est important, effectivement, c'est la préparation déjà en interne de son organisation. Il n'y a aucune obligation, bien entendu, je vais pouvoir déposer ma facture. Mon client sera dans l'annuaire centralisé, donc lui-même aura choisi sa plateforme. Ça, je ne saurais pas quelle plateforme il a utilisée, c'est son choix. En revanche, je pourrai voir mon destinataire. Donc à ce moment-là, si j'ai pas beaucoup de clients, je peux me contenter de ça. En revanche, si j'ai beaucoup de clients, je vais devoir m'organiser. Et si j'ai des clients qui sont des grandes entreprises, je vais devoir, en plus, savoir s'il n'y a pas des spécificités dans l'adressage. C'est-à-dire, est-ce que je ne vais pas avoir, plutôt que d'envoyer la facture au siège, alors quand on est un auto-entrepreneur, ça va, le siège, il n'est pas très compliqué. Quand je suis une grosse entreprise, je vais avoir des secteurs d'adressage des factures qui vont être un petit peu différents. À ce moment-là, mais comme aujourd'hui, quand on va aller libeller une enveloppe, quand on envoie la facture ou quand on va libeller un mail, il va falloir effectivement que j'identifie un petit peu plus finement les secteurs vers lesquels j'aurai besoin de déposer. Ces informations, elles auront été pré-renseignées par mon client. Mon fournisseur, mon client grande entreprise aura déjà renseigné dans l'annuaire tous ces subdivisions administratives, et je saurai que je dois déposer ma facture auprès de ma subdivision qui est à Dijon par exemple, parce que c'est elle qui gère la facturation. Donc voilà, ça dépend vraiment de mon organisation, mais le fichier client va être quelque chose d'important à travailler en amont effectivement. Alors pour autant, il n'y a pas forcément besoin pour l'entreprise, en particulier des petites, de plus d'informations sur le client qu'elle n'en a à l'heure actuelle besoin pour envoyer sa facture, que ce soit un PDF, que ce soit une facture papier. Parce que, comme Emmanuel vous l'a expliqué tout à l'heure, il va y avoir cet annuaire centralisé qui va regrouper toutes les entreprises, donc 4 millions d'entreprises, avec pour chacune leur préférence de plateforme, déclinée
par exemple par établissement ou par secteur d'activité, selon le choix de l'entreprise. Et en réalité, le fournisseur n'aura pas besoin de connaître concrètement la plateforme, quelle est la plateforme de son client. C'est tout simplement son prestataire de service, qu'il s'agisse du portail public de facturation ou d'une plateforme de dématérialisation partenaire, qui ira vérifier dans l'annuaire quelle est la plateforme du client à qui il doit envoyer la facture électronique. Donc ça, pour le coup, c'est relativement neutre pour un auto-entrepreneur, pour un chef d'entreprise, quel qu'il soit. Dernière question, tout en sachant qu'on maintiendra le chat ouvert. Donc, si des questions n'ont pas trouvé leur réponse, on y répondra par écrit après cette conférence. Quid du RGPD pour les fichiers clients? Qui garantit que les données détenues par les plateformes, qu'est-ce qu'elles en feront? Alors, il y a deux problématiques en réalité dans la question. La première, c'est effectivement celle des plateformes de dématérialisation. Les plateformes de dématérialisation, on vous a parlé de la procédure d'immatriculation tout à l'heure. En réalité, dans le cadre juridique qui est imposé à ces plateformes, il y a une obligation de respect du RGPD, donc du Règlement général pour la protection des données à caractère personnel que vous évoquez. Et au cours de la procédure d'immatriculation, les plateformes qui souhaitent être immatriculées, qui souhaitent être partenaires, doivent démontrer et donc mettre l'administration en mesure de vérifier comment et avec quels moyens elles remplissent cet objectif. Et l'immatriculation, ce n'est pas quelque chose qui est donné pour toujours, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les 3 ans. Donc ça veut dire que tous les 3 ans, l'administration va contrôler la façon dont ces plateformes respectent les conditions du RGPD. Dernier point peut-être sur le RGPD, on parlait tout à l'heure de la transmission du e-reporting, donc des données qu'un fournisseur va transmettre à l'administration concernant des transactions avec des particuliers. Dans les données qui sont requises, il n'y a aucune donnée à caractère personnel, d'une part. Donc aucune information personnelle sur le client. Concrètement, quand vous achetez un livre, on ne sait pas quel livre vous avez acheté, ni qui a acheté le livre, ni qui est le client qui l'a acheté. On ne demande les données que celles qui sont utiles à des fins de lutte contre la fraude ou à des fins de pré-remplissage. Ces données-là, typiquement, ne sont pas utiles pour ces deux objectifs. Il n'y a aucune raison que l'administration en ait connaissance. Merci à tous de vos questions. Comme vous l'a dit notre collègue de la direction régionale des finances publiques de la Côte d'Or, le chat va rester ouvert, ce qui nous permettra sans doute de conserver encore quelques questions qui pourront ensuite être relayées à la direction régionale et en fonction, on verra qui de la direction de projet et de la direction régionale est le plus à même de vous apporter une réponse. Donc merci à tous encore pour cette séance d'information dont on espère qu'elle vous aura été utile. Merci, au revoir.